Voilà, c'est parti. Bon, mais bienvenue dans ce webinaire sur les théories de l'apprentissage. Notre objectif n'est pas de vous faire un cours sur les sciences de l'éducation, quoi, et sur les sciences de l'apprentissage, etc. Enfin, c'est vraiment de vous donner les éléments essentiels sur les différents courants, en fait, d'enseignement d'apprentissage et où se situe l'enseignant, enfin, et l'étudiant par rapport à ces différents courants, enfin, voilà, qui ont évolué bien sûr au cours du temps. Enfin. Voilà. Donc, dans un premier temps, on voudrait recueillir vos représentations sur les théories de l'apprentissage. Ensuite, on vous propose une synthèse des principaux courants et ensuite, questionner sur vos pratiques. Alors, on va commencer par un petit sondage. Donc, je vais arrêter le partage. Ok. Et lancer un sondage que nous avons mis en place via Zoom. Donc, je vais lancer le sondage. Il y a 4 questions, voilà, avec un seul choix par question, parmi les réponses qui seront proposées. Donc, je lance le sondage. L'objectif est vraiment de voir vos représentations, sur ces différents courants théoriques de l'apprentissage. C'est parti. Est-ce que tout le monde voit bien, le sondage? Comme personne ne me répond, j'estime que Oui, tout on le monde voit. voit bien le sondage. Moi, je l'ai, mais je crois que j'ai la version co-haute, donc Ah oui. c'est pas représentatif. Par contre, il manque pas les réponses je sais pas. Non, Non, t'as pas le droit de pas savoir. Faut prendre des risques. c'est ça. Il y a une petite erreur sur le choix 3. Je suis désolée. Il n'a pas été effacé. Hop, hop, 100%, 100%. Du coup, oui, Ludovic, si on sait pas, on répond n'importe quoi, on tente. N'hésitez pas à nous dire quand vous avez terminé. Ouais, je vois que, en fait, on voit, vous êtes 5, c'est ça, donc 7 moins 2 à 5. Donc pour l'instant, je n'ai que 3 réponses par question. Tac, c'est bon, tout le monde a répondu. Je mets fin au sondage et je partage les résultats. C'est bon, tout le monde les voit? Oui. Ouais, ok. Alors, évidemment, comment dire, notre déroulé par la suite va permettre de répondre à ces questions. A priori, il y a du vocabulaire que vous ne connaissez peut-être pas. Behaviorisme, voilà. Bon après, constructivisme, le statut de l'erreur qui va faire référence au behaviorisme, au cognitivisme, au constructivisme. Et enfin, le cognitivisme. Donc, juste là, dites-nous si il y a vraiment eu des problèmes de vocabulaire, et vous ne saviez pas du tout à quoi raccrocher ces différentes terminologies.
Moi, je connais pas du tout, hein. D'accord. Les autres, je ne connais pas non plus. Ok. Je ne connais pas le vocabulaire, je ne connais pas. Bon, ok. Je mets ça de côté, tiens, et je reprends enfin notre présentation. Enfin, et au fur et à mesure, vous allez, vous pouvez garder les réponses, et vous allez voir que vous allez pouvoir y répondre, soit de la même façon, soit d'une façon différente. Ophélie, je reprends le partage Ouais. et je te laisse. Tac, c'est parti. Ok, donc bah, dans un premier temps, on va quand même parler de la définition de l'apprentissage, euh, sachant qu'il y a vraiment plusieurs manières de le définir. Globalement, quand on regarde toutes les définitions, l'idée qui revient, c'est que l'apprentissage opère un changement durable dans les comportements ou les croyances, et souvent résultant d'une expérience. Donc on a par exemple la définition de Brousseau, qui était un didacticien des mathématiques, qui définit l'apprentissage comme quelque chose qui suppose la capacité à réutiliser la connaissance dans un contexte nouveau, en dehors du contexte d'apprentissage. Donc pour lui, quelque chose s'est ancré chez l'individu quand il sait le réutiliser dans un autre contexte. Beaucoup de ces définitions, d'ailleurs, sont pas contradictoires, elles se complètent. On a choisi aussi celle de Mérieux, qui est un chercheur en sciences de l'éducation, qui dit que construire de nouvelles compétences, modifier sa façon d'agir, de penser, aller de se glancer vers ce que l'on ignore, du connu vers l'inconnu, pour lui, c'est ça l'apprentissage. Et ce que ça permet de mettre en lumière, en fait, surtout, c'est que la variabilité des significations veut aussi dire qu'il y a une variabilité des stratégies d'apprentissage derrière. Donc là, on va essayer de passer assez rapidement sur tous ces courants, donc sur la prochaine diapositive. Donc le premier, c'est le behaviorisme, qu'on appelle aussi comportementalisme en français. C'est une théorie qui est fondée sur l'observation et l'expérimentation empirique des phénomènes comportementaux. Donc vous avez peut-être tous déjà entendu parler du chien de Pavlov. J'ai mis un petit schéma en haut à droite. Pavlov qui est un des précurseurs dans dans la matière, qui a introduit, on va dire, ce courant. En fait, c'est une étude des comportements observables et mesurables. Donc, dans cette théorie, les êtres vivants apprennent en fonction des conséquences de leurs actions. Donc, en fait, euh, leurs comportements, pardon, sont renforcés ou récompensés par l'environnement, et c'est cet environnement qui façonne en fait l'individu. Donc, cette théorie en fait stipule que apprendre serait modifier un comportement en réponse à des actions. Donc, comme je vous l'ai dit, ce courant, il est issu des travaux de Pavlov et de Skinner. Donc, c'est les deux personnes qui ont travaillé dessus dans les années 30, début du XXe siècle, sur le conditionnement. Et en fait, c'est une théorie qui a dominé les recherches en psychologie pendant la première moitié du XXe siècle à peu près. Et on va voir dans la diapositive suivante que cette théorie, elle a été après reprise et un petit peu contrée par le cognitivisme. Voilà. Alors, le cognitivisme, en fait, avec des chercheurs en sciences cognitives tels que Atkinson et Shiffrin, pardon, je vais vraiment pas y arriver celui-là. En fait, ils se sont opposés au behaviorisme parce qu'ils estimaient que le modèle pensait un peu trop simplement l'apprentissage et était vu comme une réaction à un stimulus et que du coup, on ignorait le rôle important de la pensée dans ce modèle-là. On a notamment Chomsky qui a critiqué cette approche avec l'exemple du langage, qui disait qu'il ne pouvait pas être simplement acquis par le conditionnement et qui devait être au moins expliqué par l'existence de capacités antérieures que l'individu devait aller chercher dans sa mémoire. Donc cette théorie-là,
le cognitivisme se centre plutôt sur les processus mentaux qui sont impliqués dans l'apprentissage, et donc les connexions internes, plutôt que le comportement observé comme on avait dans le courant précédent. Donc la mémoire est vraiment centrale et elle est plus vue comme un lieu de stockage, mais plus comme un système dynamique qui régule les apprentissages. Donc un peu comme un ordinateur en fait qui va processer des informations. D'ailleurs, cette théorie, elle nous permet aussi de comprendre des phénomènes dans l'apprentissage comme le trop-plein d'informations, que ce soit des informations cognitives, affectives, métacognitives. Et ça nous a permis de comprendre qu'on pouvait avoir une surcharge cognitive avec ce surplein et que, par exemple, bah, des étudiants qui ont des difficultés à se concentrer et qui ont, sur le discours perçu, donc c'est des impacts sur l'apprentissage qu'on a compris grâce à ce courant. Donc pour résumer très simplement le cognitivisme, il s'emploie à améliorer les capacités de compréhension, de réflexion et de traitement de l'information chez les apprenants. Et on part du principe que des nouvelles connaissances viennent s'ajouter à quelque chose de déjà préexistant. Voilà. Corinne va vous parler ensuite du constructivisme et du socioconstructivisme. Alors, le constructivisme, ben voilà, c'est issu des travaux de Jean Piaget. Jean Piaget, il a surtout été connu enfin, comme spécialiste de la psychologie de l'enfant. Et c'était dans les années 50, vraiment, où il s'est révélé. Et pour lui, en fait, il y a des connaissances, mais en fait, c'est l'individu qui va donner du sens à ces connaissances-là. C'est-à-dire que l'individu, il va se réapproprier les connaissances qui lui ont été données. D'accord? Donc, en fait, comme dans le cognitivisme, on va s'intéresser au processus cognitif. Et en fait, vous avez un petit schéma là-dessous qui montre en fait que l'apprenant, voilà, il est dans un état initial, un état d'équilibre initial où il a des connaissances. Une situation nouvelle, d'accord? Euh, Qu'est-ce qu'il va faire par rapport à cette situation nouvelle? Il va y avoir une phase de déstabilisation, enfin, mais dans cette phase de déstabilisation, il va assimiler en fait tous les nouveaux éléments qui vont lui être donnés et il va les interpréter. Et cette phase d'interprétation va lui permettre en fait de s'accommoder, donc de se reconstruire par rapport à ses acquis initiaux. Il va s'en changer sa structure cognitive pour interpréter de nouveaux phénomènes. Et donc, ces deux phases-là d'assimilation et d'accommodation, qui sont des moyens d'adaptation en fait par l'individu pour faire face à un déséquilibre lorsqu'il reçoit une nouvelle information, qu'il n'avait pas emmagasinée au départ. Voilà. Donc en fait, c'est une sorte d'autorégulation, avec un processus complètement dynamique de l'apprentissage. Il retombe toujours sur un nouvel équilibre dès qu'il a pu assimiler et s'accommoder face à cette nouvelle donnée. Donc, c'est vraiment un apprentissage. Vous devez peut-être entendre parler régulièrement, où on parle des stades d'apprentissage actif, de l'apprentissage actif. Là, il est vraiment actif par rapport à ses représentations initiales qu'il va moduler. Euh, il va les confronter à un nouveau problème qui est face à lui. Donc, en fait, l'idée pour l'enseignant, c'est que là, euh, il propose en fait des tâches qui vont faire du sens pour lui, pour l'apprenant, pour qu'il puisse se baser sur ce qu'il connaît déjà et pouvoir évoluer dans ses apprentissages. Et donc là, l'erreur, évidemment, est perçue positivement. C'est d'ailleurs Jean-Pierre Astolfi qui a écrit un livre qui s'appelle La logique de l'erreur et qui permet d'en tirer parti pour améliorer les apprentissages. Alors, dans ce courant constructiviste, il y a également Jérôme Brunner avec sa théorie constructiviste
de 1966. Donc, c'est un petit peu après Jean Piaget. Et pour lui, l'individu construit du sens en apprenant. Enfin, donc, voilà, constructivisme, construire. Et puis, le dernier courant qu'on vous présente, c'est le socioconstructivisme avec Vygotsky. Donc, qu'est-ce qui change par rapport au, comment dire, au constructivisme? C'est le rôle social dans l'apprentissage. D'accord? La construction va rester un savoir personnel où l'individu va rester avec ses acquis, aller au-delà, en s'adaptant. Néanmoins, tout cela va se réguler dans un rôle, dans un cadre social. Et c'est-à-dire que l'apprentissage, pour Vygotsky, il se fait grâce aux échanges enseignant-étudiant, étudiant-étudiant, étudiant-autre personne, avec son environnement social. C'est-à-dire que les autres, ils vont avoir un impact sur l'apprenant, et sur tout le développement de ses connaissances. Et c'est comme ça que Vygotsky, il a développé la théorie de la zone proximale de développement. Donc, cette zone proximale de développement, qui aussi est associée à la motivation de l'étudiant, ça veut dire que cette zone proximale, elle est entre une zone où l'apprenant peut réaliser des activités tout seul, sans aide. C'est-à-dire qu'en fait, il se repose sur ses acquis. Il sait faire, il n'a pas besoin d'évoluer, c'est rentré dans une certaine mécanique. Et si on fait un parallèle avec la motivation, elle est faible. Parce qu'en fait, pas grand intérêt, si ce n'est que de reproduire quelque chose, pardon, qui sait déjà faire. Par contre, dans cette zone proximale de développement, où l'apprenant il peut réaliser l'activité en étant aidé, là, la motivation va être plus plus. D'accord? Et quand je vous dis, c'est entre deux autres zones. Par contre, quand l'apprenant ne peut pas le faire même en étant aidé, où là, la motivation diminue. Donc, c'est quand là où le rôle de l'enseignant va vraiment changer, parce qu'en fait, il va accompagner les étudiants, l'étudiant dans son développement de processus d'apprentissage, pardon, en proposant des activités qui doivent ni être trop faciles, ni trop difficiles, d'accord, pour arriver à ce qu'il puisse se situer dans cette zone proximale de développement. Et dans cette zone proximale de développement, c'est là aussi où la théorie, comment dire, du conflit socio-cognitif prend son sens, c'est-à-dire que de confronter son avis à des avis divergents euh, et de construire ainsi son apprentissage en fonction d'avis qui divergent par rapport à ses représentations initiales. Donc en fait, qu'est-ce qu'on voit avec ce modèle constructiviste, deux choses, de mettre un accent, il met un accent sur tout ce qu'on dit pédagogie active. Donc voilà, on vous a souvent parlé des pédagogies actives, d'accord, où finalement, l'enseignant va être un accompagnateur euh, de l'étudiant, pour qu'il puisse construire ses connaissances avec les autres. Donc c'est là où il va développer des activités de collaboration, de coopération, euh, voilà, des activités de groupe. Je m'arrête là. Euh, un petit résumé. Ophélie, je te laisse la parole. En fait, ce résumé, c'est ce que je voulais proposer pour que vous ayez une Mhm. vision un petit peu globale de tout ce qu'on vient de vous dire, parce que c'est peut-être un petit peu lourd. C'est beaucoup de théories et de noms à retenir. L'idée, c'est que vous puissiez imaginer où est-ce que vous vous situez actuellement dans vos pratiques, où est-ce que vos étudiants se situent au regard de tout ça, sachant que, une fois de plus, elles se contredisent pas forcément, elles peuvent se compléter, on peut être un petit peu à plusieurs endroits à la fois. C'était pour vous inciter un petit peu à, voilà, à réfléchir sur comment vous enseignez et comment vos étudiants apprennent. Donc, si vous avez des idées, let's go. Et qu'est-ce que ça vous a évoqué tout ça, en fait, voilà, à chaud.
Sachant que du coup, le behaviorisme, on est sur quelque chose d'assez transmissif. Mm. Le cognitivisme, c'est un peu, c'est, c'est un peu plus, l'étudiant est plus actif, on va dire, dans la construction de ses apprentissages. Constructivisme, c'est vraiment l'idée que il crée lui-même son, Ta connaissance, hein. ouais, Mm. ouais. Mm. Mais toujours à l'aide de choses que vous leur fournissez, hein, c'est quand même vous, vous avez toujours un rôle là-dedans, c'est ça que je veux dire. Et socioconstructivisme, on ajoute une dimension sociale, constructivisme. Mm. De Donc dialogue. il y Mm. a des petits exemples en Confrontation, hein. bas de méthodes pédagogiques, on va dire, qui pourraient permettre de représenter en fait comment ça se met en pratique. Voilà, des Je remarques pense à qu'on les a chaud, tous quoi. tués. Ouais, 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 Ils non, sont... mais des remarques à chaud, vous arrivez à vous situer par rapport à vos enseignements. Enfin, voilà, vous êtes plutôt, enfin, il n'y a aucun jugement de valeur, hein. Enfin, pour nous, en fait, il faut de tout. Voilà, il faut de tout parce que bah, il y a différents types d'apprenants aussi, hein. Même si on privilégierait plutôt du constructivisme et du socio-constructivisme pour que l'élève fasse aussi, hein. Voilà, et qu'il ne soit pas uniquement dans de la réception, enfin, qu'il construise vraiment, enfin, euh, qu'il se réapproprie les connaissances, hein. Comme je le disais tout à l'heure, enfin, vraiment l'idée entre le behaviorisme, cognitivisme et constructivisme, socio-constructivisme, c'est vraiment une réappropriation des connaissances avec son propre vécu. Donc, Ouais. ben voilà, on peut y associer des choses, hein, aux connaissances qui sont transmises par l'enseignant. Enfin, Moi, ce que j'avais compris dans le behaviorisme, il y a aussi une notion de récompense ou de punition qu'il n'y a pas forcément dans les autres. oui. Mm, mm. Oui, Donc, mais du coup, même c'est qu'on mette cette... des notes, on a forcément une part là-dedans. Mm, mm. Ouais, complètement. Enfin, mm, mm. Et- Même si c'est associé à des comportements. oui, bah en fait, C'est-à-dire, c'est la... combien de fois les élèves nous demandent ah oui, mais si je fais comme ça le jour du DS, est-ce que j'aurai une bonne note? Bon, Alors, ben ben là, justement, moi, je trouve que c'est un très bel exemple Mm, que tu donnes, Coralie, parce qu'en fait, ces différents courants, théories d'enseignement et d'apprentissage, ils sont extrêmement liés, en fait, à l'évaluation que vous allez proposer à vos étudiants. Enfin, et comme tu dis, Coralie, ben voilà, si je réponds comme ça, je vais avoir telle note, bah oui, effectivement, là, ça va être complètement conditionné, hein. Voilà, si entre une évaluation qui va porter uniquement sur du contenu, voilà, académique, bah, on va être plus dans du behaviorisme, cognitivisme finalement, enfin, voilà, dans l'apprentissage de l'étudiant, enfin, oui, si, là, du coup, c'est la récompense qui voilà, conditionne le comportement, mais quand la récompense est enlevée, mm, bah, la motivation, est modifiée aussi, donc le exactement, comportement. enfin. Mm, mm. ça, ouais, ça dépend des élèves. Mm, Clairement, mm. ça dépend des élèves. Et oui, et ben oui, voilà. Effectivement, ça dépend complètement des élèves. Il y en a qui vont être bah, finalement plus confort dans du cognitivisme, behaviorisme, cognitivisme, et d'autres qui seront beaucoup plus confort dans le constructivisme et socioconstructivisme. Ça, c'est sûr, hein. Oui, chouette. Moi aussi, je prends du coup mon exemple, puisqu'a priori les autres ne sont pas encore prêts à parler. Sinon, je laisse la main, hein, mais j'ai une partie que je n'aime pas de mon enseignement, c'est le cours magistral. On n'arrive pas trop à s'en passer, mais Mm, moi, personnellement, je l'aime pas. Par contre, j'aime beaucoup le fait de leur faire chercher des petits exercices chez eux qu'ils n'arrivent pas forcément à faire et ensuite les inciter par le volontariat, si possible, à passer au tableau et on les résout ensemble. Je les aide, je les guide, ou voire toute la classe les aide. mm, Ça, je ne saurais pas forcément le placer. Je pense qu'il y a une partie socio-constructivisme claire puisqu'on est ensemble pour résoudre mm. les problèmes, même Ouais, s'ils ont un peu cherché ensemble. Bon, et là, spécifiquement aujourd'hui, par exemple, j'ai quelqu'un, il n'y avait personne qui était volontaire, j'ai essayé de désigner quelqu'un qui m'a complètement refusé de passer au tableau. d'accord. Et Mm, donc, mm. Peut-être que
de les faire réfléchir en groupe plutôt que de faire passer quelqu'un au tableau. Oui, mais enfin, il y a un moment où les groupes sont trop gros pour que Eh j'arrive à oui, tout suivre si je fais en groupe. d'accord. Ouais. Ok. Là, au moins, je suis sûre qu'on a tout fait ensemble, que j'ai pas laissé d'erreurs passer, on va dire. Ouais. C'est-à-dire qu'on les a fait, on les a expliqués, on a expliqué pourquoi ça allait pas. J'ai Mm. déjà essayé de faire en groupe, mais on arrivait de temps en temps à des solutions qui n'étaient pas satisfaisantes s'il y avait certains groupes que j'arrivais pas à aller voir. Ouais. Ou Ouais. t'en fais passer deux au tableau. Enfin, je veux dire, t'en emmènes deux au tableau. Oui, ça m'est arrivé aussi. Tu Il vois, y a pour Ludovic qui nous a répondu. oui, si les étudiants travaillent pour avoir une bonne note, ils oublient ce qu'ils ont appris le lendemain de l'examen. Ouais. Oui, exactement. Ah, c'est Oui, on est intéressant. d'accord. Mm. On est complètement d'accord. Mais parce Alors, que il y a la la... note et pour le contenu de l'évaluation. Enfin, comment dire, hein, c'est vrai, quand je reprends, voilà, si on demande que des connaissances académiques, euh, c'est sûr que ça va être bachotage. elle s'ancre pas de la même manière, oui. Mm. Non. Mm, mm. Quand on a nous-mêmes, je pense à tout ce qui est exposé, par exemple, sur un article qu'on doit essayer de déchiffrer, un peu de comprendre, surtout en groupe. Je trouve que ça crée des dynamiques. Enfin, moi, c'est les choses dont je me souviens le plus, en fait. C'est les choses où on a construit nous-mêmes autour et on a dû nous-mêmes, des fois, vulgariser un petit peu des choses pour les réexpliquer à la classe, etc. Et la motivation, du coup, bah, ok, un petit peu dans la note, mais c'était pas la chose principale et c'était moins transmissif directement que donc, tout ce qui serait behaviorisme. Mais ça ancre beaucoup plus les connaissances. Et la preuve est aujourd'hui que je réutilise ces connaissances dans un autre contexte que celle où je les ai apprises. Donc, petit clin d'œil à Brousseau. C'est quoi des connaissances non académiques? Alors, ça peut être des connaissances plus, enfin, des compétences plus professionnelles. D'accord. De la connaissance académique, là, en l'occurrence, behaviorisme, c'est de la connaissance académique, c'est de la théorie. D'accord. Et en gros, c'est du cours, c'est de la théorie. Non académique, voilà, ça va être des compétences qui sont liées à voilà, de la résolution de problèmes, l'exercice, de l'apprentissage par projet, où là, vous allez pouvoir évaluer autre chose que, Des compétences un peu plus transférables aussi. voilà, transférable, autre chose que de la théorie. Alors, est-ce que, enfin, quelqu'un d'autre aimerait un peu témoigner par rapport à ces différents courants? Une compétence n'est pas une connaissance. Non, mais une C'est pas clair compétence pour moi ce peut que vous avoir racontez. besoin de faire appel à une connaissance. Exactement, fin. C'est une Tout relation à fait. compliquée. Il y a les compétences qui sont dites, en fait, c'est une terminologie très, comment dire, très complexe. Dans les compétences, vous pouvez parler de compétences dites académiques. En fait, en gros, ce sont les connaissances théoriques, des compétences professionnelles, des compétences pré-professionnelles. Euh, Et la compétence, c'est aussi, il y a plein de... Enfin, tout le monde n'est pas d'accord sur comment la définir exactement. de En toute fait, façon. Donc, c'est... voilà, si vous Il n'y a prenez pas la de... définition de tardif, de logoterf, vous n'aurez pas les mêmes définitions. Enfin, donc, alors, si c'est pas clair pour moi ce que je raconte, pour vous ce que je raconte, qu'est-ce qui n'est pas clair? C'est la connaissance académique, non académique. Exprimez-vous un tout petit peu plus clairement aussi pour que je comprenne ce qui n'est pas clair. À l'écrit, c'est peut-être pas idéal pour Là, c'est Ludovic. pour ça, en fait, bah oui, oui, ah oui, il a plus de, le micro n'est pas revenu. Non, oui, il est inexistant. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut rebondir sur ce que dit Ludovic? Ah, mais voilà, il va falloir acquérir cette compétence. Mais pour acquérir cette compétence, il va peut-être falloir savoir s'approprier la notice avec
Une connaissance, donc. une connaissance pour pouvoir ensuite appliquer cette connaissance de façon pratique et faire marcher le micro, quoi. Après, ouais, elles sont très connectées, mais elles sont souvent reliées au terme savoir, savoir-faire, savoir-être. La limite, bien sûr, est floue entre ces notions-là, mais ça permet des fois de clarifier un petit peu compétences et connaissances. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui pourraient rebondir sur ce que dit Ludovic qui ne peut pas parler, hein, mais je suis sûre que je pressens enfin, qu'il y en a d'autres qui sont assez d'accord avec lui, hein. C'est juste pour engager le conflit socio-cognitif ou pas. On fait du méta maintenant. Bah oui. Non, mais après, s'ils ne veulent pas s'exprimer, c'est pas grave. Du coup, si on reprend, ouais. Non, j'allais dire que de mon côté, je suis passée assez rapidement sur behaviorisme et cognitivisme, le petit tableau sur le côté que fait l'enseignant et que fait l'apprenant. Je ne l'ai pas trop repris, mais on va vous donner accès à ce qu'on a fait si jamais là, vous êtes un petit peu trop euh, en surcharge cognitive peut-être et que vous avez besoin d'y revenir plus tard. Donc voilà, au calme, on vous transmettra le Bah, contenu. après, comme on vous l'a dit, voilà, l'idée, c'est pas de faire des sciences de l'éducation dans le plan de formation des enseignants-chercheurs, c'est juste avoir quelques bases. Voilà, donc, comme on l'a dit, pédagogue avant tout, bah oui, c'est quoi les théories de l'apprentissage? C'est quoi l'évolution des théories de l'apprentissage et du coup voilà, des théories de l'enseignement qui vont se mettre en face. On a vraiment une posture qui bouge en fait entre l'enseignant et l'étudiant, voilà, sur on va dire, magistro-centré, donc sur du cours magistral, et après plutôt sur du, du centré sur les acquis d'apprentissage des étudiants, quoi, et donc les mettre en activité afin qu'ils construisent eux-mêmes leurs connaissances. On est vraiment là-dessus et du coup, on va adapter des méthodes pédagogiques en fonction de la façon dont on veut les transmettre et dont on veut que les étudiants les acquièrent aussi. Et clairement, il n'y a pas, enfin pour nous, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, quoi. Voilà, c'est plutôt un mix parce que, ben, comme l'a dit Coralie tout à l'heure, tout dépend des étudiants. Enfin, Et enfin, ça dépend des étudiants ou aussi de ce qu'on a à enseigner. De tout. voilà, en fait, les deux, enfin, Voilà. les deux en fonction de ce que vous avez enseigné. Euh, bah, il y a des choses qui difficiles de faire autre chose que du transmissif, hein, parfois. Enfin, Dans tous les cas, c'est varier les formats et les propositions qui semblent être le plus efficaces. Que ce soit sur tout ce qu'on vient de vous présenter ou sur les formats, sur comment dire, le fait de faire quelque chose de réflexif, le fait de faire quelque chose en groupe, de faire quelque chose individuellement. On pense surtout On a tendance à dire qu'on est tous plus, on retient mieux quand on entend quelque chose ou quand on l'écrit ou voilà, ça aussi c'est globalement une combinaison de tout ça qui fait que c'est le plus efficace. je reprends je recherche le sondage que vous évoque le behaviorisme. Du coup, ça serait quelle réponse? Alors le sondage, du coup, Vous on peut voyez pas. là les résultats à l'écran, vous les voyez? Non, Ah, non, non, la fenêtre Zoom, elle est que pour toi. On peut pas la. Je pense qu'il faut que arrêter chacun le aille dans le partage. sondage en bas. Non, non, c'est que je partageais l'écran. Mm, mm. Ah, Mais pas, on voyait pas la fenêtre Zoom. Et il faut que chacun clique sur sondage en bas de la fenêtre, je pense. Ouais. là, vous la voyez pas?
Non, parce que tu as la vue administrateur et du Ah coup. oui, d'accord, ok. Pardon. Du coup, si vous cliquez sur sondage, vous voyez les résultats. Enfin, j'ai pas arrêté le partage, donc Ouais, moi je les vois. ok. Nicolas, tu les vois? Oui, oui, je les vois. Ok. Donc, Et que donc du vous évoque le coup, behaviorisme, la réponse était par rapport à ce qu'on vient de voir. Il se transmet peut-être? Ouais, ouais, tout à fait. Si. Vous associez au constructivisme. Bon, c'est Piaget. L'erreur est un élément qui permet de constater le niveau de l'étudiant dans son développement cognitif. Ce statut de l'erreur relève. Du constructivisme. Ouais, exact. Mm, mm. Perçu positivement et du socio-constructivisme aussi, mais surtout du constructivisme. C'est vraiment le début. Et le cognitivisme prend en compte les connaissances antérieures des étudiants. Enfin, bah oui. Mm, mm. Ok. Quelle est la récompense? Ah ah. on sait où tu te situes, toi, Nicolas. C'est clair. T'as le droit de venir au prochain. Ouais, D'accord. c'est génial, hein. Mhm. Est-ce que vous avez des remarques par rapport à cette théorie? Peut-être une remarque? Ouais. Je suis pas sûr d'avoir saisi, enfin, tout ce que, enfin, l'opinion de Ludovic forcément, mais j'aurais quand même lui l'impression que si le but des étudiants c'est juste d'obtenir une bonne note, dans ce cas-là, l'apprentissage est certainement perdu peu de temps après l'examen. Mais néanmoins, vous plaidez pour comment dire, une adaptation de l'enseignant à la façon de voir de l'étudiant. Cette façon de voir semble être proche du comportementalisme. Est-ce que du coup, si on a des étudiants qui fonctionnent de cette façon-là, on doit avoir un enseignement comportementaliste? Pour moi, il y a vraiment deux choses par contre à dissocier. Le fait d'être motivé par la note et le fait qu'ils aient oublié les connaissances rapidement. Euh, le fait qu'ils aient oublié les connaissances rapidement, en fait, c'est surtout lié à la manière dont les apprentissages ont été ancrés ou pas. Alors que la note, en fait, c'est juste une motivation, mais le lien n'est pas forcément de cause à effet entre les deux. Donc la motivation avec la note, elle y sera toujours. Le fait qu'ils aient oublié le lendemain, bah oui, si on apprend, je sais pas, des listes de mots et qu'on les apprend pas en contexte ou qu'on les utilise pas, ce qui serait plus lié aux autres courants, euh, forcément, l'ancrage de la connaissance n'est pas le même. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Bah, si, bah, de l'apprentissage, je reprends un exemple sur l'étape du multiplication. Enfin, voilà, qu'on nous a demandé d'apprendre par cœur. Si on ne les utilise pas en contexte, enfin, on les a retenus aussi parce qu'on les a utilisés en Oui, contexte après. en sachant que dans tous les cas, l'apprentissage est lié aux émotions. Donc, être devant une feuille et en fait apprendre un truc par cœur, niveau émotion, c'est pas incroyable. Alors que le fait de travailler sur un projet avec quelqu'un ou d'échanger, bah, socio-constructivisme, hein, de s'apprendre des choses les uns les autres et de construire ensemble, on est beaucoup plus relié aux émotions et c'est là que les connaissances s'ancrent quand même beaucoup mieux. Je Donc, suis ouais, assez d'accord. Excusez-moi. Et du coup, j'ai l'impression que la remarque de Ludovic que je partage de l'oubli justement des connaissances apprises en bachotant est une critique du comportementalisme, de dire que ça fonctionne pas, ou en tout cas à minima ça ne suffirait pas. Mais si les étudiants sont euh, à minima habitués à cette façon de procéder, quel recours a-t-on? de changer de mode d'évaluation, enfin, de ne pas évaluer que sur
des connaissances qui ne vont pas s'ancrer, c'est-à-dire des choses qu'ils devront apprendre et non, comment dire, appliquer. Et puis le fait que les étudiants soient habitués à quelque chose ne devrait pas être un frein pour vous parce qu'il faut les déshabituer et les Ouais, réhabituer. ouais, Ils vont passer leur vie à faire ça de toute façon. Et au contraire, ça les et ça leur permet de retrouver une stabilité dans ce que vous leur proposez et ils apprennent comme ça aussi. ouais. Mais un tel changement d'habitude risque de prendre du temps, surtout considérant que différents enseignants peuvent avoir des méthodes différentes, des façons justement d'aborder la pédagogie différemment, Mhm. et des enseignants différents peuvent donner des signaux un petit peu contradictoires aux étudiants. Un exploitant le cognitivisme, un autre en comportementalisme, un autre en constructivisme. Euh, Mais c'est pas gênant en fait, hein. Mhm. C'est pas de donner des signaux différents. Pour moi, c'est justement un peu varier les choses, Ça se complète, oui. ouais, enfin, qui peuvent se compléter et comment dire, tout mode d'enseignement ne convient pas à tous les étudiants. Enfin, on a tous été étudiants et vous savez, voilà, il y a des méthodes qui ne vous convenaient pas, enfin, et d'autres qui vous convenaient mieux, enfin. Mais en tout cas, c'est pas non plus à vous, enfin, de, comment dire, alors, de répondre à une façon de faire des étudiants, enfin, qui ne veulent que de la note, hein. Mais après, s'ils veulent que de la note, hein, qui sera basée sur du bachotage, euh, pour se dire, voilà, je vais tirer un peu de points de là, enfin, c'est un peu dommage, en fait. C'est aussi vous, dans vos approches d'enseignement, de les mettre en activité, en collaboratif et d'évaluer ça, enfin, que ça pourra peut-être un peu changer leur regard, hein. Bon, Je bah, sais pas, je vais questionner Nicolas juste pour l'embêter, hein. Je sais pas, au fil des années, est-ce que tu as vu, toi, une évolution dans l'apprentissage des étudiants en fonction de ce que tu proposais, hein? Alors, si c'est par rapport aux théories dont vous venez de parler, non, je pense pas, parce que, enfin, je pense pas qu'on puisse le constater si nous-mêmes, en tant qu'enseignants, on met pas ce qu'il faut pour leur permettre d'apprendre autrement, quoi. Mm. Donc, c'est vrai que c'est un peu ce que disait Coralie tout à l'heure. Il y a des choses qui sont difficiles à faire dans certains contextes. Moi, je pense pas que ça soit lié à la matière qu'on enseigne. C'est plutôt lié au contexte de l'enseignement, le nombre d'élèves, les ressources disponibles en termes de locaux et d'autres. Et voilà. Et des fois, on tente des choses, on est super content et puis ça marche pas très bien. Et puis d'autres fois, ça marche. Bon, voilà. Je pense qu'on fait pas mal d'expérimentation, mais enfin, moi, je conçois pas trop d'avoir un meilleur apprentissage si moi, je fournis pas les moyens aux étudiants de le faire, quoi. Donc, mm. on peut pas passer pour moi, d'une étape, ils ne peuvent pas passer d'une étape à l'autre si nous, on leur permet pas. On n'ouvre pas la voie, quoi. Oui, bien sûr. De toute façon, Après, comme un disait conseil, Brousseau, c'est l'enseignant qui met en place les conditions Voilà, c'est ça. ouais, d'apprentissage. ouais. Voilà. Et un Des fois, conseil, c'est pas qu'on veut pas, mais c'est que c'est très, très difficile à faire, quoi, dans mm, certains contextes. ouais, un conseil que je pourrais donner, c'est aussi, bah, si vous avez envie de tenter une autre méthode, bah, c'est peut-être de leur dire dès le départ, enfin souvent on dit ça pour la classe inversée, voilà, bah, en fait c'est un peu un contrat avec les étudiants, bon, on teste quelque chose, voilà, je vais vous expliquer comment ça va se dérouler, voilà, bon, je prends l'exemple de la classe inversée, ça peut être autre chose, voilà, et on fait un bilan à l'issue voilà, des apprentissages, et voilà, c'est quelque chose que l'enseignant fait aussi avec ses étudiants, en fait, hein. Il les embarque aussi là-dedans, il reste honnête sur dire on expérimente. Mm. Oui, Je ça, trouve que ça effectivement, installe un climat de confiance aussi. Ouais,
Mm, Ils mm. sont en général assez tolérants par rapport à ça, en effet, quand on leur dit, ça les dérange pas, quoi. Enfin, ils vont pas Ouais, ouais. aller après chouiner. Non, non, ça se passe bien. Ouais, ce que je me dis par rapport à ça, c'est que on n'a pas vraiment le droit à l'erreur, en fait. C'est que si on teste, enfin, on expérimente une autre méthode, OK. Le problème, c'est que dans l'expérimentation, on peut aussi avoir l'échec. Et donc, si au bout de 4 séances, on se rend compte qu'en fait, ça marche pas, faut revenir à une méthode différente, la méthode initiale, bah, en fait, on va pas pouvoir rattraper les 4 séances avec la méthode initiale, quoi. Donc, il y a aussi un aspect, bah, si je change, faut que je sois sûr que ça va fonctionner. Oui, mais en fait, alors moi, mon conseil à moi, ça serait, bah, change pas tout à la fois. C'est tout simplement Oui. ça. C'est de le Voilà. faire par petits morceaux. Effectivement, une partie, deux, trois cours vont être faits différemment, et c'est ça qui est l'expérimentation. Et puis on réagit après. En effet, si on part sur une réforme totale de l'enseignement, ouais, il y a un gros risque. Ouais, je suis d'accord. Après, il peut y avoir des choses avec lesquelles vous ne serez pas à l'aise pour l'instant, mais ça peut venir plus tard, en fait. Mm. Ou même en échangeant avec vos collègues, il y en a qui peuvent avoir été plus à l'aise de tester certaines choses et qui pourront vous dire, bah, eux, ils se sont trompés là-dessus, il vaut mieux pas faire comme ça. Il n'y a aucune obligation de toute façon. Mais comme dit Nicolas, pas à pas, ça me semble un bon début. Bon, bah, je crois qu'on On va s'arrêter là. va aller. Ouais, Bon, écoutez, bon après-midi. Merci, bon après-midi. merci. À bientôt. Merci. Je vais arrêter l'enregistrement.